En 1945, le monde sort enfin d'un cauchemar qui a duré 6 longues années. On est dans l'euphorie, on respire, il y a un immense espoir de paix. Et pourtant, en à peine 3 ans, ce rêve va complètement voler en éclats pour laisser place à une nouvelle peur, une nouvelle confrontation, la guerre froide. Comment est-ce qu'on a pu basculer si vite? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale qui va nous guider. Comment passe-t-on d'un plus jamais ça, partagé par tout le monde, à un face-à-face glacial entre les deux grands vainqueurs de la guerre? Pour le comprendre, il faut d'abord faire un état des lieux. À quoi ressemblait le monde à ce moment précis? Ok, alors, on plonge dans le contexte. Pour saisir l'espoir fou de l'époque, il faut d'abord mesurer l'ampleur du désastre. Et en 1945, le mot est faible. Le monde est littéralement à terre. Premier chiffre, et quel chiffre? Il faut vraiment le laisser résonner. Entre 50 et 70 millions de morts. C'est un bilan tout simplement inimaginable. Pour se donner une idée, c'est comme si la population de la France, aujourd'hui, était entièrement rayée de la carte. Et le point qui change absolument tout, la vraie rupture historique, c'est que la moitié de ces victimes, ce sont des civils. La guerre, ce n'est plus seulement une affaire de soldats sur un front. Elle a frappé tout le monde, partout. Dans les villes sous les bombes, dans les camps de concentration et d'extermination. C'est un traumatisme total. Et quand on regarde de plus près, on voit que ce bilan est très inégal. Regardez l'Europe de l'Est, c'est juste hallucinant. L'Union soviétique perd plus de 10% de sa population. La Pologne, c'est 15%, c'est colossal. En comparaison, à l'Ouest, comme en France, les pertes sont bien sûr terribles, mais on n'est pas du tout sur la même échelle. Et cette cicatrice immense à l'Est, ça va avoir un poids énorme pour la suite. Au-delà des vies humaines, il y a la destruction matérielle. Les chiffres sont dingues. 70 000 villages rasés en URSS. On a du mal à se le représenter. En Pologne, en France, en Allemagne, tout est par terre. Les usines, les ponts, les ports, les voies ferrées. Le continent européen n'est plus qu'un immense champ de ruines. Et pourtant, face à ce chaos, la réaction, ce n'est pas le désespoir. C'est au contraire une ambition folle, celle de tout réinventer. On ne veut pas juste reconstruire des murs, non. On veut construire un monde meilleur. Un monde qui, cette fois, serait à l'abri de la guerre et de la misère. Et au cœur de cette ambition, il y a une idée phare, une idée qui va tout changer. L'État-providence. En gros, l'État ne doit plus seulement être le gendarme qui maintient l'ordre. Il doit devenir un véritable filet de sécurité qui protège chacun contre les grands risques de la vie. La maladie, le chômage, la vieillesse. C'est une révolution dans la conception même de la société. Et ce n'est pas qu'une belle idée sur le papier, c'est très concret. Au Royaume-Uni, on crée le fameux NHS, la santé gratuite pour tous. En France, le programme du CNR, pensé dans la clandestinité pendant la guerre, donne naissance à la sécurité sociale. Même aux États-Unis, le GI Bill va permettre à des millions de vétérans de faire des études. Partout, on bâtit une société plus juste, plus solidaire. Sur le plan international, pour garantir la paix, on crée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'objectif est clair, éviter une troisième guerre mondiale. L'idée, c'est d'avoir une assemblée générale, une sorte de parlement du monde où tout le monde peut parler, et surtout un conseil de sécurité, un noyau dur qui peut prendre des décisions fortes. Le point essentiel, c'est le droit de veto, accordé aux 5 grands vainqueurs. C'est ce qui est censé garantir leur participation, mais on va voir que ce sera aussi le principal problème. Côté économie, même logique. On veut de la stabilité. On met donc en place le système de Bretton Woods. Le but, c'est d'éviter le chaos financier des années 30 qui avait nourri la montée des extrêmes. La règle du jeu est simple. Le dollar américain devient le pilier de tout. C'est la seule monnaie qui vaut de l'or. En clair, le dollar devient le boss de l'économie mondiale. Et on crée le FMI pour jouer le rôle de l'arbitre. On a donc un monde en pleine reconstruction, porté par des idéaux vraiment puissants. Sauf que, très vite, la belle mécanique se grippe. L'alliance entre les Américains et les Soviétiques, qui tenaient seulement parce qu'ils avaient un ennemi commun, Hitler, ne va pas survivre à la victoire. Et c'est là que tout bascule. Cette phrase, c'est un véritable coup de tonnerre. Mars 1946. Winston Churchill n'est plus Premier ministre, mais il part aux États-Unis et lâche cette image surpuissante, le rideau de fer. D'un coup, il met des mots sur une angoisse qui monte partout. L'Europe est en train d'être coupée en deux, de façon nette et brutale. Un an plus tard, en 1947, cette division devient officielle, idéologique. C'est la guerre des doctrines. D'un côté, le président américain Truman annonce que les États-Unis aideront financièrement et militairement tous les pays qui résistent au communisme. C'est la fameuse politique de l'endiguement ou containment. En face, la réponse soviétique arrive par la voie de Joudanov. Le monde est coupé en 2 camps ennemis irréconciliables. Là, c'est clair, la guerre froide est déclarée. Et la doctrine Truman, elle s'incarne très vite dans une action concrète, le plan Marshall. C'est une offre d'aide économique absolument massive des États-Unis à toute l'Europe, pour l'aider à se reconstruire. L'objectif est double. Bien sûr, relancer l'économie, mais surtout éviter que la misère ne pousse les pays européens dans les bras du communisme. Staline ne s'y trompe pas,
Il voit le plan comme une manœuvre impérialiste et il force tous les pays d'Europe de l'Est à refuser l'aide. L'Europe est maintenant coupée en deux, économiquement. Et il faut bien comprendre que cette nouvelle tension entre les deux blocs ne se limite pas à l'Europe. Partout dans le monde, le retrait des anciennes puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne, laisse des vides, des situations explosives. C'est précisément ce qui va se passer au Proche-Orient, où les braises de l'après-guerre vont allumer un incendie qui, malheureusement, brûle encore aujourd'hui. Regardez à quelle vitesse tout enchaîne. En novembre 1947, la toute jeune ONU vote un plan de partage de la Palestine, qui est alors géré par les Britanniques. Les Britanniques, épuisés par la guerre, jettent l'éponge. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Le lendemain, à la minute où le mandat britannique s'achève, les armées de 5 pays arabes voisins attaquent. La guerre éclate instantanément. Le résultat de cette première guerre, c'est une victoire militaire d'Israël, qui a grandi son territoire au-delà de ce que prévoyait le plan de l'ONU. Mais la conséquence humaine la plus dramatique, c'est que près de 800 000 Palestiniens sont chassés de leurs terres et deviennent des réfugiés. Pour le peuple palestinien, c'est la Nakba, la catastrophe. C'est un traumatisme fondateur qui va marquer toute l'histoire de la région jusqu'à nos jours. Et tout ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Cet ordre mondial qui est né dans l'urgence, sur les ruines de 1945, si on y pense bien, est-ce qu'il a vraiment disparu ? L'ONU, avec son Conseil de sécurité souvent bloqué par le veto, le FMI qui continue de réguler l'économie mondiale, les lignes de fracture qui traversent l'Europe ou les conflits au Proche-Orient, finalement, est-ce que ce monde de 1947 n'est pas pour le meilleur et pour le pire encore en grande partie le nôtre ?